Bonjour, vous écoutez Blamasque Podcast. Le podcast Blamasque est sponsorisé par l'application de rencontres pour relations sérieuses Qais Leila. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée dans cet nouvel épisode. Nous accueillons Sabrine. Sabrine, bienvenue, marhaba bik, comme on dit en marocain. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'amour ne vient pas toujours par hasard. Donc, il n'y a pas d'hasard. Quand on quand une mise en relation change une vie. Donc aujourd'hui, Sabrine, qui est Sabrine? Je voudrais bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, dans les détails que tu choisirais toi. Alors déjà, merci Leïla pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. Alors moi, je suis Sabrine. Je suis maman de 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Et puis on élève avec nous à la maison une troisième petite fille qui porte d'ailleurs le même prénom que moi. Alors moi, de formation, je suis thérapeute de couple et de famille. Pendant de longues années, ça a été mon quotidien, donc d'être au plus proche des familles. J'étais doula également, donc j'étais vraiment au plus proche des familles, de la préconception de l'enfant, comme ce qu'on disait tout à l'heure, à la grossesse, l'accouchement. Et puis après, bah, quand les problèmes démarrent, quand les enfants sont un peu plus grands. Et donc j'ai accompagné comme ça beaucoup de couples et de familles. Et suite à un petit souci de santé personnelle, j'ai dû arrêter mon activité et j'ai dû me repenser. J'avais envie de changement, de faire complètement autre chose. Et c'est comme ça que bah, je suis devenue l'heureuse fondatrice d'une marque qui s'appelle Ardia. Ardia qui veut dire mater, parce que c'était à mon sens un vrai retour à ma source, à mes origines, à ma terre, au Maroc, parce que c'était quand je suis tombée malade, pardon, j'ai dû quitter le Maroc pendant de nombreux mois. Et donc vraiment, le Ardia, c'était ça, c'était le retour au Maroc, le retour à mes racines, et c'est comme ça qu'est née la marque. Donc Sabrine a quitté le Maroc parce qu'elle devait se faire soigner. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Des mois quand même. Des mois, exactement. Alors, quelque chose de assez anodin au départ, ça a été des hernies, ce qu'on appelle des hernies pseudo-tumorales. C'est des hernies qui sont grosses, mais ça reste des hernies. Donc, en général, voilà, c'est pas non plus très très grave. C'est très douloureux, mais on s'en sort. Et j'ai été opérée en urgence ici. Puis, bon, le chirurgien a fait une petite erreur, donc il m'a réopérée en fait 24 heures après. Et je suis rentrée chez moi avec une belle infection Oh là là. qui s'est généralisée. Et du coup, j'ai dû partir en France pendant 6 mois, un peu plus de 6 mois, pour me refaire opérer déjà. Ils ont nettoyé toute cette infection. Et cette infection, elle avait rongé une grosse partie de ma région lombaire, donc mes disques, mes muscles, mes os. Et donc, j'ai eu le droit à une belle paire de vis, de prothèses dans mon dos, donc des greffes d'os, etc., avec le risque évidemment de l'infection en elle-même, en fait. C'était ça qui était très critique pendant quelques mois, en fait, l'infection. D'accord. Donc tu as frôlé la mort. Oui. Comment tu as su que tu as frôlé la mort? Est-ce tu le savais, tu le sentais ou... Alors, un peu des deux. Alors, je me suis fait opérer à Rabat, au Maroc, quand je suis rentrée chez moi, à Casablanca. Je suis Leila Al-Amrani, psychologue et la fondatrice de l'application Qais Leila. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile de rencontrer quelqu'un. Mais ce qui est difficile, c'est de rencontrer quelqu'un de sérieux. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'application. Ici, les gens ne sont pas là par hasard. Ils savent ce qu'ils cherchent et ce qu'ils veulent. Et si toi aussi, tu en as assez de perdre du temps et que tu veux rencontrer quelqu'un de sérieux avec les mêmes intentions, eh bien, abonne-toi dans l'application Qais Leila. Peut-être que ça changera ta manière de rencontrer. C'est vrai qu'au lieu d'aller de mieux en mieux, comme n'importe qui en période de rétablissement, moi c'était tout l'inverse. J'allais de moins bien en moins bien, de pire en pire. Je ne me rendais pas forcément compte que c'était grave à ce point. Ma maman s'inquiétait beaucoup. D'ailleurs, il y a une infirmière très gentille qui venait quotidiennement me faire les soins et
Elle trouvait que l'aspect de la cicatrice et des alentours était un peu suspect. Et j'ai la chance d'avoir une belle-mère médecin et qui a sonné l'alarme, qui a dit écoute, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est allé faire une IRM assez urgemment. Et puis le radiologue m'a convoqué après l'IRM en me disant la situation est très grave, il y a une grosse infection, faut agir tout de suite. Le médecin à Rabat n'ayant pas forcément réagi à cette alerte, on a envoyé mon dossier en France. J'ai eu la chance que le médecin me réponde dans les 10 minutes en me disant que le pronostic vital était engagé, qu'il fallait venir demain. Pronostic vital, c'est-à-dire que tu étais entre la vie et la mort. Oui, clairement. À l'époque, j'avais un petit garçon de 1 an et demi. Il avait 1 an et demi. C'était la fin du Covid, donc on pouvait à peine sortir du Maroc, mais on ne pouvait plus y rentrer. Et donc j'ai quitté la maison donc, du jour au lendemain, littéralement, parce que c'était un dimanche pour un lundi. Et en laissant mon petit garçon, je ne savais pas du coup si j'allais revenir le revoir ou pas. La séparation était très émouvante pour moi. Et voilà, et du coup, pour répondre à ta première question qui était est-ce que je savais à quel point c'était grave? Alors franchement, pas forcément. Même si j'avais entendu ce mot de pronostic vital, je me disais, bon, je sais pas, ça arrive qu'aux autres. Ça peut pas arriver à moi, j'ai un petit garçon d'1 an et demi. Et il y a 2 choses qui ont fait que j'ai réalisé. La première, c'est que mon mari m'a rejoint quelques jours après, parce que du coup, on savait pas pour combien de temps on allait partir, donc il y avait beaucoup de choses à régler. D'un point de vue perso, pro, la maison, le bébé, enfin tout ça. Et sa maman est venue la veille de son départ le voir en lui disant écoute, je viens te voir en tant que médecin et pas que maman, et pas en tant que maman. Sabrine, ce qu'elle a, c'est très grave et il y a de grandes probabilités qu'elle ne survive pas à ce qu'elle a. Et donc il s'est un peu énervé en disant mais pourquoi tu me dis ça? Et elle lui dit ben tu m'en voudrais de pas te le dire. Donc je préfère que tu sois conscient et prévenu de tout ça. Donc lui, il est arrivé vraiment, quand il m'a rejoint, il est arrivé vraiment dans un état d'urgence et de parfaite conscience de la gravité et de la situation dans laquelle j'étais, mais au final dans laquelle on était. Parce que c'était moi, mais c'était notre petite famille aussi, la famille plus élargie. Enfin. Et puis, comme ce que je te disais aussi tout à l'heure, la veille de la chirurgie, en fait, en France, ils accompagnent très bien ce côté psychologie du malade et ils ne cachent rien, en fait. Ici, on a tendance à plus un peu enjoliver les choses, pas trop alerter le malade. En France, ils ont une autre approche qui était très dure sur le moment, mais avec du recul, je trouve que, en tout cas pour ma personnalité, c'était très bien. J'ai des psychologues qui sont venus nous voir, du coup, mon mari et moi, pour nous expliquer de la gravité de ce qui était en train de se passer et qu'il y avait de fortes probabilités que le chirurgien ouvre, qu'il n'y ait plus rien à faire et puis qu'on referme. Et ils m'ont littéralement dit on t'accompagnera. J'ai dit mais m'accompagner vers quoi? Et m'accompagner, c'était les soins palliatifs au final. Et donc sur le moment, et en fait ça te met presque un instinct de survie, ça t'enclenche quelque chose. Ça veut dire tu arrives au bloc pas en touriste, tu arrives au bloc le lendemain matin en te disant je dois pas mourir, je veux pas mourir. Et l'anesthésiste disait Sabrine, tu restes avec moi, même si tu te sens partir, tu restes avec moi, parce que c'était une opération qui a duré, je pense, quasiment 10 heures. Donc, 10 heures? Oui. Wow. Oui, Pourquoi autant? Parce que c'est une opération qui s'est faite en 2 temps. Alors, elle était prévue initialement en 2 temps d'œuvrés, c'est-à-dire une première, puis quelques semaines ou quelques mois après, une deuxième. Parce que 2 temps, parce qu'il fallait dans un premier temps réouvrir le dos, nettoyer l'infection, voir déjà si c'était possible. Si c'était pas possible, on refermait, c'est tout. Et une fois qu'on a nettoyé l'infection, en fait, on m'a ouvert par le ventre pour sortir tout ce qu'il y a dans le ventre et faire une arthrodèse. Donc, c'est les vis qu'on m'a mis avec une greffe d'os, une autogreffe. Et donc ça se fait, ce qu'on dit médicalement, c'est par voie antérieure. Donc, c'est par le ventre qu'on insère dans la colonne ce qui me supporte au final aujourd'hui. C'est ça, oui. C'est ça ma vraie colonne, c'est ce titanium. Donc c'était très long pour ça, parce que c'était une chirurgie en 2 temps. D'accord, bravo. Bravo d'être là et de continuer surtout, d'avoir cette pulsion de vie.
de vouloir te réinventer parce que finalement, après cette opération, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Sabrine n'est plus la même. Est-ce qu'elle est redevenue, quand elle est rentrée, est-ce qu'elle était toujours la coach de famille qui écoutait, Non. qui prenait? Alors, toujours la même, oui, mais vivre la vie différemment, complètement. Alors, mon mari, des fois, il me reproche d'avoir la FOMO. Il me dit, tu veux rien louper. Tu as des programmes tous les jours, tous les jours. Et en fait, oui, j'ai l'impression que depuis cette épreuve, j'ai envie de tout faire, de voir tout le monde. Tant dans ma sphère privée que amicale, que professionnelle. J'ai 1 million de projets. Genre, en fait, ça t'apprend vraiment que rien n'est éternel. Et ça, c'est des phrases qu'on entend depuis qu'on est petit. Tu sais, on va tous mourir un jour. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais c'est vrai que quand tu le vis de vrai, en fait, ces mots, ils ont vraiment une autre signification. Tu sais que ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter aujourd'hui, demain, après-demain. Et de nature, moi, je suis quelqu'un qui adore la vie, qui adore les gens, qui adore le contact, qui adore écouter, qui adore parler, qui adore rigoler. Je suis vraiment une personne qui aime la vie. Et là, en fait, on m'a dit, ben, tout ça, ça va s'arrêter probablement. Et non, en fait, je voulais pas. Et donc, quand je suis revenue au Maroc, ben voilà, je voulais tout faire. Je voulais... Et mon ancienne profession, c'est pas qu'elle fait plus partie de moi parce que je le fais encore d'une certaine manière, c'est juste que c'est gratuit parce que je suis un peu la psy de tout mon entourage, j'adore écouter. Mon mari, il est toujours impressionné quand on prend l'avion, il se demande comment je peux devenir meilleure copine avec la personne qui est à côté de moi en 2 heures. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui me caractérise si on parle à mon entourage proche. Euh, donc je le fais un peu de manière voilà, informelle, mais c'est vrai que j'avais envie d'autre chose et peut-être qu'on y reviendra un jour, je sais pas, mais j'avais vraiment envie voilà, de créer, d'exprimer un art d'une quelque manière que ce soit. J'ai repris les cours de piano, voilà, des choses comme ça C'est magnifique de reprendre de la musique. Ouais. Et finalement, tu as fait quoi? Alors finalement, j'ai créé Ardia. Donc c'est une marque qui s'ancre vraiment, je pense, dans la tradition marocaine, parce qu'on propose plein de petites pièces néo-bildi. Et après, dépendamment des saisons, je propose aussi des petits sets, des robes de soirée, des choses pour tous les jours, un peu plus européens, on va dire. C'est ma double culture qui parle, parce que je suis issue moi-même d'une vraie double, triple même culture, ayant une maman originaire d'Italie, un papa franco-marocain. Donc, dans mes créations s'exprime complètement cette double ou triple culture que j'ai en moi. Et, et le nom, en fait, Ardia, c'est ça. Ça veut dire ma terre en arabe. Donc déjà, je voulais vraiment un nom en arabe, parce que c'est ma culture première, même si c'est pas ce que j'ai en majorité dans mon sang, c'est ce que je ressens vraiment moi dans mon cœur. C'est cette marocanité qui est très forte chez moi. Cette adoration voilà, de mon pays, mais sans renier qui je suis et mon éducation, mes parents, ma famille, de qui je suis très proche. Et du coup, voilà, ça, même dans la marque, on ressent que c'est des pièces qui sont... Et qui me ressemblent aussi quelque part, c'est des pièces qui sont assez simples, épurées, un peu intemporelles, voilà. C'est magnifique. En tout cas, moi, je n'ai pas encore, j'ai déjà vu sur les réseaux, Ouais. j'ai pas encore vu et j'aurai l'occasion, Inch'Allah, de le voir très bientôt. J'ai adoré parce que c'est, comme tu as dit, vraiment le terme, c'est intemporel. Ouais. C'est intemporel et en même temps, ça reste un côté super chic, super élégant. Ouais. Donc, on nous fait souvent croire que l'amour doit arriver par hasard, comme dans un film, sans aide, sans contexte, sans intermédiaire. Mais dans la vraie vie, parfois, une belle histoire commence grâce à quelqu'un, à une amie, une sœur, une collègue, une personne qui vous connaît, qui comprend votre cœur, vos valeurs, votre manière d'aimer, et qui se dit, ces deux-là pourraient vraiment se comprendre. Ouais. Donc, faire raconter l'histoire doucement de ta... Comment tu as rencontré, toi, ton mari, par exemple? Alors, ce que tu disais, ça résonne en moi, parce que moi, j'ai eu une aide extérieure pour rencontrer mon mari. D'accord. Et
et d'ailleurs, l'application, en fait, je pense que je l'avais dit, pour moi, c'est un peu le rôle de cette amie et pour d'autres gens, en fait. Tu parles de Kais Soleil, là. Oui, tout Oui. à fait. Parce que moi, personnellement, j'ai rencontré mon mari de par ma meilleure amie. Mon mari, ils étaient collègues. Et un jour, il allait lui souhaiter joyeux anniversaire dans son bureau. Ils se connaissaient, mais pas en profondeur, vraiment comme des collègues. Et ce jour-là, ben voilà, ils se sont mis un peu à papoter. Et plus ils avançaient, et plus... Après, elle me raconte les coulisses. Elle me disait, mais en fait, c'est ton jumeau en garçon. Et elle lui pose là une question à la fin de leur petite discussion. Elle lui dit, mais si c'est pas indiscret, est-ce que tu as une copine? Donc il lui dit non. Et elle lui dit, mais comment ça se fait? Et en fait, mon mari, c'est quelqu'un de très mature, de très posé, très travailleur, très studieux. Et à l'époque, on avait 28 ou 29 ans. Et il lui disait, ben, les filles que je rencontre qui sont mon âge ou 1 ou 2 ans de moins, elles sont assez immatures, pour lui en tout cas, c'est-à-dire dans son référentiel à lui. Et elle, pour elle, alors elle est beaucoup plus âgée que moi, mais dans sa tête et dans son référentiel, je suis la personne la plus mature qu'elle connaisse. Ah oui? Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Alors à l'époque, moi j'habitais seule, je gérais la maison, déjà toute seule avant, parce que mon papa avait déménagé en France, et donc il m'avait laissé en fait la maison familiale. J'habitais toujours dans la maison dans laquelle j'avais grandi, donc les grandes maisons des parents de l'époque, avec le personnel qui va avec, la gestion du jardin, enfin des choses qu'on n'est pas forcément censé gérer à mon jeune âge. Et donc pour elle, c'était hyper impressionnant de gérer ça, plus le boulot, plus... Et donc vraiment dans son référentiel à elle, j'étais très 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 mature. Et donc quand il a dit ça, elle me dit, j'ai eu une ampoule qui s'est allumée dans ma tête et je lui ai dit, mais en fait il faut que je te présente ma meilleure amie. En fait l'histoire fait qu'il me connaissait déjà lui du lycée. Moi je voyais pas trop qui c'était. Lui... Il me connaissait, et l'anecdote elle est assez mignonne, c'est qu'un jour j'étais à l'infirmerie et je me confiais à la psychologue scolaire. Mes parents étaient en pleine procédure de divorce, c'était pas toujours facile à la maison. Et moi étant l'aînée, je pense que tu connais le rôle des aînés, pas toujours évident. Et donc je prenais beaucoup, beaucoup sur moi à l'époque. Mais l'épreuve était tout aussi difficile pour ma petite sœur. Mais je veux dire, en tant qu'aînée, je me sentais portée d'une certaine responsabilité. Et donc, je vidais un peu mon sac chez cette psychologue scolaire. Et en fait, elle avait fait l'erreur de ne pas fermer la porte. Et donc, il était juste derrière là, en train d'attendre son tour. Lui avait un mal de tête. Et donc, d'ailleurs, la première fois qu'on s'est vu au restaurant, il me dit, écoute, je sais des choses sur toi. Il me raconte un peu ma vie de cette époque-là. J'avais 13 ans. Et je lui dis, mais comment tu peux savoir tout ça? Et donc, il me raconte et me dit, ben, j'étais là ce jour-là où tu te confiais et j'écoutais. Et à l'époque, ça m'avait extrêmement touchée et j'ai jamais oublié tout ce que tu as dit. Mais c'était il y a 20 ans. Oui, il s'est rappelé de toi? De moi, de ce que je disais, de ma peine que j'avais de voir mes parents se séparer, de cette problématique qu'on a de on veut rester avec les deux, mais il faut dormir parfois chez l'un, parfois chez l'autre. Enfin, les thématiques classiques, je pense, d'un divorce, mais avec notre regard d'adulte, c'est des choses qui paraissent un peu logistiques, mais à mon jeune âge à l'époque, en tout cas, c'était des choses qui me peinaient forcément. Et donc, j'avais ressenti le besoin ce jour-là d'aller parler à la psychologue scolaire. Et puis, il s'était toujours souvenu, voilà, c'est incroyable de quand cette même. conversation. Ouais. C'est incroyable. Et donc, mais malgré ça, et même s'il me connaissait très bien, il savait très bien qui j'étais, sans cette aide extérieure dont tu parlais juste avant, on n'aurait jamais pu se rencontrer. Et donc, c'est grâce à Elia, je peux la nommer, que du coup, on est ensemble aujourd'hui. Oui, non, en tout cas, Alia, elle est pertinente aussi dans sa... doit être sensible. Très. Sensible, elle a perçu certaines choses Ouais. dans l'un et dans l'autre. Tout à fait. Qui ont fait que vous êtes ensemble aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'elle connaissait de toi pour penser que cet homme pouvait te correspondre, à ton avis, à Alia? Je pense qu'au-delà de me connaître parfaitement, parce que
étant célibataires toutes les deux à l'époque, on habitait quasiment ensemble. Elle était constamment chez moi à la maison. On faisait vraiment tout ensemble, à part travailler. On se séparait vraiment que pour travailler. D'ailleurs, au moment où je me suis mise avec mon mari, au moment où je me suis mariée juste après, ça a été un vrai déchirement pour nous deux. On était très habitués l'une à l'autre. On s'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Donc au-delà de me connaître dans mon quotidien, dans mon caractère, je pense qu'elle connaissait vraiment mes valeurs profondes, m'ayant vue dans diverses situations, plus graves, moins graves, sociales, pas sociales. Et je pense que quand elle lui a parlé et qu'elle a compris, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, quand elle a compris vraiment ce qui lui manquait chez les filles qu'il rencontrait et comment lui était, elle a fait le parallèle avec mes valeurs profondes, qui j'étais vraiment. Et en fait, à l'époque, elle avait plein d'autres copines célibataires qui sont tout aussi bien, sinon mieux que moi. Et l'intelligence a fait qu'à ce moment-là, elle a pensé à moi et pas à une autre, parce que elle a tout de suite vu que les caractères pouvaient, et les valeurs surtout, pouvaient matcher. Et ce qui est drôle, c'est que tu étais ouverte à une mise en relation. Alors, pas forcément à l'époque. Pas forcément. On Ou bien tu étais prudente. Alors, j'étais prudente, j'étais ouverte, mais c'est pas forcément ce que je recherchais. Parce que j'étais bien en fait dans ma vie. Je sortais d'une relation un peu compliquée juste avant et j'étais bien dans ma vie. On avait trouvé, elle et moi, justement un équilibre extraordinaire de sport, de plaisir simple. On commandait des pizzas, on regardait à l'époque Desperate Housewives et on se faisait des soirées jusqu'à pas d'heure comme ça, on refaisait le monde. Mais je crois beaucoup en le pouvoir de l'intention. Et en fait, l'intention, pour moi, à cette époque-là, c'était pas forcément je veux rencontrer quelqu'un, je veux fonder une famille. Non, mon intention de l'époque, elle était vraiment dans le je veux savoir qui je suis moi. Parce que je pense que dans l'adolescence et puis quand on a des relations amoureuses un peu compliquées, parfois dans le jeune âge, on se perd un peu et on s'adapte un peu aux personnes à qui on a en face pour essayer de plaire, pour essayer... Et en fait, je pense que cette transition à l'âge adulte, elle est super intéressante et super importante. Je pense qu'il faut la passer. Et en fait, j'étais dans une période où je me disais qui je suis moi. En fait, je me suis rencontrée moi avant de le rencontrer lui. D'accord. C'est peut-être le fait d'être seule. C'est le fait d'être seule et le fait de me poser les bonnes questions et d'avoir acquis un peu de maturité. Parce que je pense que quand on est plus jeune, on n'a pas forcément ces questions-là en tête. Qui je suis, qu'est-ce que je veux pas, comment je vois les choses. On va un peu au gré du vent avec un peu ce qui nous arrive. Et l'intention que j'avais en tout cas à cette époque-là, c'était qui je suis moi d'abord. Avant de rencontrer quelqu'un, qui je suis moi, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui me fait peur. Et cette attention-là, elle m'a permis d'être vraiment alignée. Et je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un qui nous correspond vraiment, qu'une fois que nous-mêmes on s'est rencontrés et qu'on est aligné avec nous-mêmes. Parce que si on change nos comportements, nos caractères pour essayer de plaire, je pense qu'on peut attirer effectivement du monde, et en l'occurrence un homme pour moi, parce que est-ce que ça donnera quelque chose de bien et de solide à long terme? Je sais pas. Je l'ai rencontré dans une bonne période de ma vie parce que j'étais vraiment alignée avec moi-même. Je savais qui j'étais. J'avais posé mes intentions de vie et je savais que je voulais un mari en toute simplicité qui aimait la famille, les choses simples, voyager, manger, rigoler, regarder un film. On n'a pas une vie de strass et de paillettes. C'est une vie... complètement terre à terre et honnêtement c'est ce que je recherchais et alhamdoulilah c'est ce que j'ai fini par avoir. C'est magnifique. C'est ça une vie de couple. Pas chez tout le monde. Oui, mais une vie de couple parce que on est heureux aussi à travers la répétition et la monotonie. Tout à fait. C'est ça qui rend heureux. Tout à fait. Le cadre. C'est le cadre et la répétition et cette monotonie. Peut-être que ça pourrait peut-être faire peur à certains. Ouais. Mais c'est ça, en réalité, le bonheur. Après, c'est vrai que de temps en temps, on voyage, de temps en temps... Bien sûr. Oui, mais sans la monotonie... Ouais. Tout à fait. C'est pas possible. Non. C'est pour ça que moi, ça me fait rire, ces couples qui disent « Oh, c'est monotone ».
et il faut que je combatte la monotonie. Mais non, il faut surtout pas combattre la monotonie. C'est clair. Et j'ai eu beaucoup à faire à ça. Dans ma profession, j'accompagnais beaucoup de couples. C'est que j'avais l'impression que des fois, quand il n'y avait pas de problème, ben, on cherchait les problèmes. Et j'étais souvent épatée par... En fait, quand j'avais des couples qui venaient me voir, mais en fait, leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas de problème. Et je me disais, mais ils ont tout, en fait, ces gens, pour être heureux. Qu'est-ce qu'ils cherchent de plus? Ils ont des enfants en bonne santé, ils sont en bonne santé, ils vont à l'école, ils ont des travails qui sont bien, ils vivent dans une maison qui est bien, ils mangent. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Et en fait, je pense que c'est exacerbé par les réseaux sociaux, beaucoup. Parce qu'on voit tellement de femmes influenceuses ou pas, hein, pas forcément, qui se mettent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui montrent des choses. Et j'avais beaucoup de femmes qui me disaient, mais regarde, elle vient d'accoucher, elle refait du 36, et elle est tous les soirs en soirée, mais en même temps elle allait, mais en même temps elle a un aîné, et en même temps elle travaille, et moi j'arrive même pas à être bien en pyjama quand mon mari rentre. Et en fait, je leur disais, est-ce que vous voyez sur une story c'est 20 secondes. On ne sait pas tout ce qui s'est passé avant, et on ne sait pas tout ce qui se passera après. Et il faut vraiment arrêter le fait de autant essayer de s'identifier et de chercher la perfection, ce qu'on voit sur les réseaux. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai, mais il faut pas chercher à vivre la vie comme quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut... Et c'est vrai que cette limite entre regarder les stories et se dire waouh, c'est super, et le switch que ça engendre une frustration chez la personne, notamment chez la femme qui regarde cette story, elle est très faible. Et je pense que quand voilà, on est confronté à un petit problème ou n'importe, c'est facile de vaciller. En fait, c'est facile de se dire ah, moi, je trime, je suis réveillée tous les jours à 6 heures, je fais les lunchbox, je m'occupe de mes enfants, je les dépose et j'y arrive pas. Et pourquoi il y a des nanas elles sont tout le temps chez le coiffeur, elles font toute la journée du sport et en même temps leurs gosses ils sont trop beaux et en même temps... Et donc c'est vrai que les réseaux sociaux, je pense que je l'ai vu en tout cas dans ma profession au fur et à mesure des années, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant en fait. Moi j'ai vraiment vécu le glissement vers de plus en plus de gens qui s'affichaient sur les réseaux, et de plus en plus je voyais, c'était très féminin, plus que masculin. Les hommes se comparent moins, j'ai l'impression, mais c'est vrai que la femme, j'ai eu tellement de cas au cabinet où, voilà, qui me disaient mais j'ai une vie de merde, pardon pour le terme. Et je disais mais pas du tout. Et peut-être que cette fille-là que tu suis, peut-être qu'elle est heureuse, mais peut-être que si elle voyait ta vie toute simple et pas être obligée de se maquiller, s'habiller, être en représentation constamment, montrer ses enfants, montrer sa vie, montrer sa maison, peut-être qu'elle signerait demain pour une vie comme la tienne. Tu n'en sais rien. Et en fait, c'est terrible parce que la personne... elle a envie toujours ce qu'elle n'a pas. Ce fait de se comparer, c'est vraiment très difficile pour certaines personnes. Ouais, pour certaines femmes. Et toi, qu'est-ce qui a confirmé votre lien avec le temps, ton mari et toi, quand vous veniez de vous rencontrer, quand tu t'es dit « Ah, ça, ce n'est pas juste une rencontre ». Alors, il y a deux choses. Il y a une chose un peu terre-à-terre et une chose un peu amusante. La chose un peu terre-à-terre, c'est qu'au fil des mois, en parlant, on parlait beaucoup. Il travaille beaucoup, donc les premiers mois, on ne se voyait pas, on faisait que se parler quasiment. Et ce qui est bien, parce qu'à l'écrit, je pense qu'on parle de manière très profonde, on passait beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps par écrit. Et les quelques petits sujets de divergence qu'on a eus, on a très vite su les régler très vite, de manière très intelligente. Il n'y a pas d'ego entre lui et moi. On s'excuse très facilement, l'un envers l'autre. Il n'y a pas moi j'ai gagné, toi tu as tort et moi j'ai tort. Il est très constructif, très à l'écoute. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Et donc au fur et à mesure des mois, en fait, tout était simple. Et cette simplicité, des fois, c'était parfois trop. Et là, ça fait 9 ans et c'est toujours aussi simple. Donc, wow, 9 ans. Donc en fait, il est vraiment comme ça. C'est pas... et la chose un peu plus drôle, c'est qu'il a fallu voyager. On s'est dit, on dit souvent qu'on apprend vraiment à connaître quelqu'un pendant un voyage. Et donc, il a fallu organiser notre premier voyage. Et donc, volontairement, je pense, un peu inconsciemment, mais volontairement quand même,
on est allé dans un voyage un peu compliqué. C'est-à-dire un voyage, c'était Cuba. Donc Cuba, c'est un pays, c'est une île, il n'y a pas de réseau. Il y a du Wi-Fi à un endroit dans la ville, à côté de l'église, où on pouvait aller 15 minutes se connecter. On a fait beaucoup de villes, on a fait 5 ou 6 villes, à chaque fois dans des moyens de transport complètement aléatoires. On arrive dans certaines villes où on avait payé des hôtels, mais les hôtels n'existaient pas du tout. Ils étaient en rénovation. Donc voilà, on a eu plein de péripéties comme ça. Et en fait, avant de choisir la destination, on se disait, bon, ben, soit on fait Punta Cana, on se met sur la plage, et le plus gros problème de la journée, ça va être est-ce que c'est plage ou est-ce que c'est piscine? Ou est-ce qu'on se met un peu hors de notre zone de confort, en mode randonnée, on n'est pas très sportif ni l'un ni l'autre, dans une langue qu'on ne maîtrise pas du tout, l'espagnol, dans un pays où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Netflix, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on est à deux pendant 15 jours, face à face. Il n'y a que nous pour parler, enfin vraiment, donc c'est pas évident au bout de quelques mois d'aller aussi loin, tu arrives à un endroit, tu as payé l'hôtel, l'hôtel n'existe pas, enfin ça met les nerfs à rude épreuve. Et en fait je pense on l'a fait un peu exprès tous les deux, sans se le dire, de se dire on va faire un voyage un peu hors des sentiers battus pour voir ce que ça donne. Et en fait je pense que à l'issue du voyage on a eu notre réponse tous les deux, d'ailleurs juste après ça s'est enchaîné très rapidement et voilà, je pense que c'est vraiment ce voyage qui a été décisif pour nous deux parce que tu manges très mal. Moi, quand j'ai faim, je suis pas de bonne humeur. J'adore manger. Là-bas, tu manges très très mal. Voilà, c'est des choses voilà, bêtes quand on le dit comme ça, mais c'est vrai que pendant 15 jours, tu es loin de chez toi, tu n'as pas de réseau, tu es en décalage horaire complet. Tu vas d'une ville à l'autre sans savoir est-ce que tu y vas dans une voiture qui date des années 50 ou à pied ou à dos de cheval. Enfin, vraiment, Cuba, c'est quelque chose, quoi. Et voilà. Donc, tu me donnes pas envie d'y aller. Non, ben, franchement, ben, c'était magnifique. Je pense que c'est important de temps en temps d'aller dans ce genre de destination. Déjà, la seule manière pour moi de se déconnecter, c'est d'enlever le téléphone. Pour moi, le téléphone, c'est quelque chose de bien, mais c'est quelque chose de très contraignant. D'ailleurs, même dans ma vie, on me le reproche beaucoup dans mon entourage, je le jette. Voilà, là, par exemple, il n'est pas à côté de moi. Je ne suis pas attachée à mon téléphone, je mets des heures à répondre, voire des jours. Et c'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et il est tout le temps sur son téléphone pour rédiger des mails, même quand on est en voyage et tout. Et en fait, là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas à qui envoyer un mail, tu n'as pas de réseau. Et donc, c'est bien parce que ça permet vraiment de parler, ça permet de se balader, de s'imprégner de chaque paysage, de regarder chaque fleur. Enfin, c'est des choses, des fois, on a notre téléphone, on veut juste prendre en photo l'endroit où on est. Mais des fois, c'est bien aussi de voir avec les yeux. Et on oublie parfois. Ah, oui, oui. On oublie en 2026 de regarder avec nos yeux. Et là, il n'y a pas le choix. Il y a les yeux, il y a parler. Et il y a de voir comment la personne elle réagit dans des situations un peu délicates. Et de le voir comme ça, garder son sang-froid, on gérait les situations en bonne intelligence et tout. Et je pense que ça a été très révélateur pour nous deux. Bah, c'est magnifique, vous avez passé un moment, en tout cas, qui a pu révéler même des choses sur toi-même que tu ne savais pas. Bien sûr. Oui, on a fait des randonnées. Moi, je suis pas du tout sportive. On a fait des randonnées voilà, de 6 heures dans des pentes. Enfin, les gars, ils arrivaient hyper équipés. On voyait qu'ils faisaient ça toute leur vie. On est arrivé avec nos chaussures. Oh là là. Et on l'a fait. On a plongé de cascades. Enfin, des trucs hyper bien. On est vraiment sortis de notre zone de confort, tous les deux. C'est incroyable. Et si c'était à refaire, le même voyage? Fois 1000. Fois 1000. Ouais, je le recommande. C'est une super destination. Les gens sont hyper accueillants. Et en fait, c'est un voyage dans le temps. Les gens, ils sont restés dans les années 60. La vie s'est arrêtée pour eux. Ils ont les mêmes voitures, les mêmes vêtements, les mêmes hôtels, les mêmes décorations. Moi, j'avais toujours cette envie d'aller voir Cuba. Depuis, il y avait un film Dirty Dancing, le 2, oui, j'adore, qui se passe à Cuba. Je pense qu'on adore toutes. Et depuis que j'avais vu ce film, c'était mon rêve d'aller danser et de voir si c'est vraiment... Les gens, est-ce qu'ils dansent vraiment dans la rue ou est-ce que c'est un mythe? Et c'est vrai. Les gens, dansent dans la rue. Ils dansent dans la rue, ils ont une joie de vivre.
qui est extraordinaire. Et tu peux aller dans des endroits beaucoup plus onéreux, beaucoup plus luxueux. Et parfois, tu ne retrouves pas ce même bonheur, cette même gaieté, cette même vie, en fait. Les gens à Cuba, ils vivent alors qu'ils n'ont vraiment rien. Sincèrement, c'est compliqué là-bas. Mais eh ben, les gens sont heureux et ils sont très éduqués. L'éducation, je dirais, l'école. Ils ont un très bon niveau scolaire, ils ont beaucoup de médecins. Voilà. C'est important, ça c'est rassurant, ils ont beaucoup de médecins. Ouais. Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un dans les beaux moments ou bien on a obligé de passer par des moments difficiles finalement après cette expérience? Je pense les deux. Je pense que les deux, pas forcément changent une personne, mais révèlent qui ils sont. Je pense que dans les bons moments, pour commencer par les bons, par exemple, j'ai eu des cas dans ma vie professionnelle où j'avais des couples où l'homme d'un coup gagne beaucoup d'argent, il a une promotion professionnelle incroyable et d'un coup d'un seul, il oublie tout en fait. Il veut refaire sa vie, il veut enlever sa femme, reprendre une plus jeune, une plus belle. Donc les moments beaux peuvent se transformer en quelque chose de pas bien et les moments mal, en l'occurrence comme ce que j'ai vécu dans ma maladie, je pense pas que ça nous a rapprochés, mais je pense que ça a révélé en tout cas les vraies fondations qui étaient finalement très 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 fortes parce que pour vivre à l'étranger 6 mois du jour au lendemain, éloigné de notre enfant, lui en même temps il devait continuer à travailler, il me veillait la nuit, je faisais des nuits blanches, etc. Je pense que ça a vraiment révélé notre fondation qui était in fine, je pense, très forte. Donc je pense il faut au-delà de dire les bons moments, les mauvais moments, je pense que c'est les valeurs finalement qui rassemblent les gens, sincèrement, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce qu'on peut se dire en tant que couple, oui, aujourd'hui ça va pas très bien, le jour où on aura de l'argent, on va faire ci, on va faire ça, ou le jour où... En fait, non. Je pense que quelle que soit la situation médicale, financière, familiale, en tout cas en termes de couple, je pense que tant que le couple il est aligné sur ses valeurs, sur la manière dont il gère les problèmes, je pense que de se marier aussi, c'est accepter qu'on va vivre des choses bien, mais des choses moins bien ensemble, comme la perte de proches, ce qu'on a vécu, lui et moi, depuis qu'on est ensemble, forcément, on a perdu des proches, on a eu des nouvelles merveilleuses, donc on a vécu du beau, on a marié ma petite sœur, on a eu des neveux, on a eu des enfants. Donc, je veux dire, on a tout vécu ensemble, du bien et du mal, et je pense pas que ce soit les situations en tant que telles qui nous ont rapprochés. Je pense que c'est vraiment le fait de se rendre compte qu'en fait, dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, on était alignés, et quand bien même on ne l'était pas sur les valeurs, mais sur la manière dont on allait se dire, bon, là, on va gérer comme ci, comme ça, il y a toujours eu cette communication très fluide et très honnête et sans ego. Et ça, je pense que c'est hyper important. Si je devais donner un conseil pour les couples qui regardent, c'est l'ego, mais de côté, de part et d'autre. Comment mettre de l'ego de côté? Parce que ça, pour les gens, c'est compliqué de comprendre. Ouais. Je pense que l'ego, déjà, ça passe par un contrat entre les deux personnes. Parce que si un enlève son ego et pas l'autre, là, on se retrouve dans de vrais problèmes, encore plus graves. Donc, je pense que de part et d'autre, des fois c'est tacite, des fois il faut le faire de manière plus explicite. Moi, avec mon mari, on ne s'est jamais vu et s'est dit, bon, tu sais quoi, on va mettre notre ego. C'est juste un constat qu'on a fait après plusieurs années. Mais des fois, c'est moins évident et c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Il faut juste se le dire et se dire, dorénavant, pas d'ego. On s'en fout de qui a raison, qui a pas raison. Tant que notre but ultime, c'est d'être ensemble, d'être heureux ensemble, de se soutenir et de se respecter, même si on a des différends, c'est normal. Il n'y a pas un couple qui n'a pas de différends, qui n'a pas de sujet de discorde, que ce soit intrinsèque ou les familles, les amis. Enfin, franchement, c'est normal d'avoir des sujets de divergence, mais il faut savoir, c'est communication et pas d'ego. Pour moi, c'est sincèrement les deux secrets d'un couple qui réussit pour moi. Communication et pas d'ego, c'est ça.
Ouais. C'est important à savoir pour pouvoir évoluer dans sa vie de couple. Parce que si on met l'ego tout le temps devant, Ouais. on n'avance pas. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre vouloir rencontrer quelqu'un et vouloir construire quelque chose? Oui, clairement. Euh, alors encore une fois, dans ma pratique, je voyais plein de... C'est très féminin, encore une fois. Plein de filles rêvaient de rencontrer le prince charmant et leur rêve, en fait, ça s'arrêtait à ça. C'est rencontrer et le plus loin qu'elles voyaient, c'était le mariage. La robe, le cafetan, la musique, sans vraiment prendre conscience et connaissance de tout ce qui vient après. De tout ce qui vient après. Et on se rend compte que l'organisation d'un mariage, le choix d'une robe, au final, c'est tellement pas important. C'est tout ce qui vient après qui est important. Et c'est vrai que quand on dit je veux rencontrer quelqu'un, parfois, surtout encore une fois, surtout les femmes, c'est je veux me marier, c'est la photo globale. C'est-à-dire je veux me marier, avoir des enfants, me soutenir avec mon mari, voyager. C'est un peu le paysage global, mais sans forcément rentrer dans le plus spécifique, qui est justement la communication, le quotidien, la routine, l'aspect financier aussi, dont on oublie souvent de parler avant de s'engager et qui devient parfois un vrai sujet de discorde. Qui paie quoi, comment on gère les finances. C'est vrai que c'est assez tabou de parler de ce qu'on gagne, de nos salaires, de ce qu'on a épargné, est-ce qu'on est prêt à diviser les dépenses ou est-ce que c'est que l'un ou l'autre. C'est des vrais sujets au final. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. L'argent, c'est un vrai sujet. L'argent, c'est un vrai sujet et on vit d'argent. On se loge grâce à l'argent, on se nourrit grâce à l'argent, on se soigne grâce à l'argent, on accouche grâce à l'argent. Et en fait, c'est vrai que des fois, on voit un peu les paillettes du mariage, la vie à deux, les voyages, les photos Instagram et tout. Mais la vraie vie, c'est qui paye quoi, quelle est la place de nos familles respectives dans notre vie quotidienne, quelle est la place de nos amis, quelle est la place de notre vie sociale, quelle est la place de notre travail aussi. Est-ce que, voilà, il y a des gens qui sont tellement orientés travail que quelle est la place qu'ils gardent pour la famille, quelle est la répartition des tâches quand on a des enfants. J'ai eu des cas voilà, où j'avais des couples, le mec il faisait rien en fait. Il faisait rien et c'était des sujets qui n'avaient jamais été traités auparavant. Et l'homme, de manière complètement honnête, il disait moi je me suis jamais engagé sur rien. Et donc voilà, on en revient toujours au sujet de la communication. Et je pense qu'avant de se fixer sur qui va être la Negafa, qui va faire notre cafetan, qui va être le traiteur, où est-ce qu'on va louer la salle, etc. Je pense que les premiers sujets, c'est de se poser, communication, encore une fois, de lister, vraiment. Comme, en fait, les gens le font en entreprise et ils trouvent ça normal, un comité exécutif, une réunion, etc. Et les gens prennent le temps de le faire. Et une entreprise, elle ne peut fonctionner que comme ça, au final. Que si on met des objectifs qui soient clairs, qui soient atteignables, avec les moyens qu'on va utiliser pour le faire, etc. Et les gens ne le font pas pour eux-mêmes et dans leur couple. Et ce qui est dommage, parce que si on se posait et qu'on se disait, voilà, nos objectifs de l'année, nos objectifs dans la vie, voilà quels moyens on est capable d'y mettre en termes de temps, d'argent, etc. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Exactement, il faut venir avec une intention claire. Oui. Est-ce que tu crois qu'une relation sérieuse commence avant même la rencontre, dans l'état d'esprit, par exemple? Bien sûr. Depuis tout à l'heure, on parle de tout ce qui est valeur et d'intention. Je pense que, comme je disais au début, l'intention, c'est pas je veux rencontrer un homme, je veux rencontrer un homme. L'intention, c'est je veux être qui je suis et je vais être alignée avec moi-même. Et une fois que je suis bien, je vais rencontrer quelqu'un qui est aligné avec moi. Donc bien sûr, ça démarre bien avant la rencontre. Et on ne peut rencontrer quelqu'un avec qui on va être vraiment bien que le jour où nous-mêmes, je pense qu'on est aligné avec nous-mêmes, de part et d'autre. Alors Sabrine, est-ce que tu penses qu'on est toujours obligé de choisir seul la bonne personne? Alors, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre oui et non. Alors non, parce que je pense que parfois on a besoin d'aide extérieure. Je crois profondément en l'aide extérieure, qu'elle soit humaine ou via une application
qui est sérieuse, évidemment. Je crois vraiment que ce soit en termes de temps, en termes de espace, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un quand on travaille toute la journée, qu'on a plein d'obligations et tout. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de rencontrer du monde. Donc je pense que l'aide extérieure, elle est très importante. Une application, on peut être chez soi dans son salon. Et j'ai une de mes meilleures amies qui va se reconnaître, qui a rencontré quelqu'un comme ça l'année dernière. Et Inch'Allah, qui vont se marier là d'ici quelques semaines. Donc je crois profondément, et moi-même, ben voilà, avec ma meilleure amie, donc je crois profondément en l'aide extérieure. Je pense qu'on a besoin de faire des connexions parfois. Des fois, il y a des gens avec qui on pourrait complètement matcher et on peut passer toute une vie sans jamais les rencontrer. Et la seule manière de rencontrer, c'est une aide. Donc une appli, une amie, une tante, voilà. Vraiment, moi, je crois. Et après, le non, ça serait plutôt pour... quand il y a trop de gens qui se mêlent, surtout dans les prémices d'une relation, je pense que ça peut avoir du bon comme avoir du moins bon. Je pense que ça peut envenimer certaines situations, créer certains problèmes. Donc je pense que oui pour la rencontre, c'est-à-dire oui pour l'aide, mais après quand le couple se construit, je pense que c'est bien de garder quand même un cocon un peu vraiment intime, à deux déjà, pour déjà s'apprivoiser, se comprendre, se connaître, savoir gérer aussi les conflits à deux, c'est important, de ne pas toujours avoir besoin d'un arbitre externe qui va être là pour départager lequel des deux a raison ou pas. Je pense que c'est bien d'avoir cette faculté de bien communiquer. Je pense que c'est vraiment le fondement principal d'un couple. Donc, l'aide extérieure, oui et non. D'accord. Donc, dans ce cas, l'application, c'est beaucoup mieux parce qu'elle ne va pas venir s'immiscer dans la vie de l'autre ni être un peu encombrante. Bien sûr. Et des fois, les gens vont faire rencontrer des gens de manière intelligente, comme ce qu'a fait Alia dans mon cas, parce qu'elle a pris en compte vraiment qui j'étais, qui lui était, quelles étaient nos valeurs, nos caractères, etc. Mais il y a des gens aussi qui veulent faire rencontrer pour rencontrer. J'aime bien cette fille, j'aime bien ce mec, ah ben tiens, si je les faisais rencontrer. Et en fait, soit ça crée rien, soit ça crée de la frustration d'un côté parce que la fille, elle va dire, ah ben tiens, il me plaît, mais le garçon, il va dire, non, il me plaît pas, ou l'inverse. Donc ça peut être une perte de temps, une frustration, etc. Une application, il n'y a pas de rencontre de convenance. Je fais rencontrer les deux personnes que si elles matchent de vrai. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'émotionnel. Donc il n'y a pas j'aimerais les voir ensemble, donc je les présente. Ouais. Des fois, c'est vrai qu'on peut avoir une tante ou une grand-mère qui dit c'est le petit-fils de ma meilleure amie, ça serait incroyable si on les faisait marier, viens, on les fait rencontrer. Mais ils en ont rien à faire en fait ni du caractère, ni des valeurs, ni de rien du tout. C'est juste leur rêve à elles de les faire rencontrer. Et donc ça peut créer même soit rien, soit même des problèmes parfois. L'application, elle n'a pas cet aspect émotionnel de j'aimerais voir un tel avec une telle. C'est mathématique, c'est straight to the point. Exactement. Ça match ou ça match pas. Et en plus, c'est la responsabilité de la personne qui le fait. Elle prend toutes ses responsabilités, elle fait et elle gère toute la suite des rencontres et tout. Tout à fait. Ça, c'est super important. Ouais. Alors, pourquoi, selon toi, c'est devenu si difficile aujourd'hui de rencontrer quelqu'un sérieusement ? On l'entend souvent. Ouais. Et les femmes ont l'impression qu'il n'y a plus d'hommes, mais les hommes ont l'impression qu'il n'y a plus de femmes, alors qu'il y a des femmes et il y a des hommes. Donc je pense que déjà, à part, c'est-à-dire vraiment, je trouve que ton idée d'avoir créé cette application, c'est extraordinaire. Je pense que vraiment, je pense que c'est l'avenir de la rencontre. Les gens, ils travaillent de plus en plus. Ils sont pris dans leur vie, ils sont pris dans leurs obligations. Pour peu qu'on fasse un peu de sport et qu'on ait 3 copines à côté, en fait, une semaine de 7 jours, elle est rapidement, complètement overbookée. Et c'est difficile de trouver du temps. Et même si on arrive à dégager du temps, oui, on peut aller à un restaurant, mais en tant que femme, si un homme vient nous rencontrer, nous aborder comme ça, sans qu'il y ait aucun rapport, c'est-à-dire personne qui présente, je pense que la majorité des femmes, poliment, elles vont décliner. Donc, même s'il y a le temps, il n'y a pas les occasions, parce que un homme qui vient t'aborder dans la rue ou avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe,
ben, les femmes peuvent avoir peur parfois ou peuvent être réticentes. Alors que quand il y a une garantie derrière, quand on te dit voilà, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est vrai que c'est plus facile de faire confiance. Donc, même quand on a le temps, ben, où rencontrer les gens. Alors, comment tu vas faire confiance à l'application, finalement? Puisque tu dis une amie, un ami. Comment tu vas faire confiance dans une application? Je pense qu'il n'y a jamais de confiance à 100%. Je pense qu'il peut toujours y avoir un couac. Bien sûr. Je pense que c'est... Et je pense que c'est OK. C'est-à-dire la personne qui s'inscrit dans l'application. Je suis Leila Al-Amrani, psychologue et la fondatrice de l'application Qais wa Leila. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile de rencontrer quelqu'un. Mais ce qui est difficile, c'est de rencontrer quelqu'un de sérieux. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'application. Ici, les gens ne sont pas là par hasard. Ils savent ce qu'ils cherchent et ce qu'ils veulent. Et si toi aussi, tu en as assez de perdre du temps et que tu veux rencontrer quelqu'un de sérieux avec les mêmes intentions, eh bien, abonne-toi dans l'application Qais wa Leila. Peut-être que ça changera ta manière de rencontrer. Je pense qu'elle est consciente qu'elle a des chances de rencontrer quelqu'un et comme il peut ne rien avoir et je pense qu'il faut être d'accord avec ça depuis le départ. Mais au moins, et après effectivement sur une application les gens peuvent mentir et tout, mais je pense que avec les questions que vous posez, les garanties, essayer de répondre le plus spontanément et intelligemment et honnêtement aux questions posées. L'application, je pense qu'elle arrive à détecter au moins déjà la compatibilité des caractères. Oui, ça, c'est la compatibilité, Voilà. c'est certain. Mais après, quand quelqu'un ment, moi, je dis toujours, il faut vérifier LinkedIn. Ouais. Allez vérifier son LinkedIn. Tout à fait. Voilà. Oui. Il y a les réseaux aujourd'hui qui te permettent de vérifier plein d'informations. Si quelqu'un n'a pas de réseau et que c'est pas lui, c'est pas sa photo, ne correspond pas. Oui. Voilà. Et puis après, la deuxième étape, c'est d'aller prendre un café dans un endroit public que tu... Tout à fait. Et après, tu es intelligente, tu vas filtrer. En tant que femme, tu vas savoir ou pas. Ouais. En revenant à l'histoire du restaurant, le problème aujourd'hui, c'est que l'homme ne vient plus aborder la femme au restaurant. Ouais. Parfois, la femme le fait à sa place. C'est mignon. C'est vrai. Parfois, oui. J'aime bien ça. C'est moins conventionnel qu'avant. J'ai l'impression que dans les nouvelles générations, les femmes osent plus, que ce soit au restaurant, comme on dit, ou même à travers les réseaux sociaux et tout. J'ai quelques amis hommes très proches à nous, avec mon mari, et qui nous disent que de plus en plus, eux-mêmes se font aborder par des femmes. C'est bien. Que ce soit via les réseaux ou dans la vraie vie. Même dans la vraie vie, dans un restaurant, comment elle l'aborde? Ah ça, mystère et boule de gomme, je sais pas. Ils t'ont pas dit, ils t'ont pas partagé? Ben, soit, je pense que... En fait, au Maroc, ça reste quand même un monde assez petit. On arrive toujours à trouver des connexions. Bien sûr. Voilà, juste avant l'émission, on s'est rendu compte que ta sœur était à mon mariage, celui de ma sœur. Donc, on arrive toujours, je pense, au final, à trouver des connexions. Donc, je pense que la femme, quand elle voit un homme qui lui plaît bien, il suffit d'avoir son nom et on se renseigne. On trouve toujours quelqu'un, je pense, qui le connaît. Donc, soit elle envoie quelqu'un, soit je pense qu'elle peut carrément l'aborder. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant que ça ne soit pas toujours la femme qui soit en attente que l'homme fasse le premier pas. Après, dans les mœurs, il faut que ça évolue aussi parce que ça peut être perçu comme quelque chose de positif, mais comme quelque chose de négatif aussi. De dire, il y a certains hommes qui se disent ouais, elle m'a abordé, ça veut dire qu'elle peut aborder plein d'autres, ça veut dire qu'elle est légère. Il y a encore ce genre de mentalité, ce qui est normal. Enfin, les choses, elles évoluent doucement. C'est ce que tu as entendu? Oui, clairement. Tu as entendu, elle m'a abordé, donc elle peut aborder plein d'autres. Oui, donc c'est une fille qui est à l'aise, quoi. C'est pas... Donc, mais en même temps, ça peut créer des rencontres. Donc, je pense que... Et en même temps, la bonne rencontre, elle va se faire avec la personne qui est alignée avec les valeurs. Donc, si une femme, elle se sent de faire ça, si en face d'elle, elle a vraiment l'homme de sa vie, comme on dit, je pense qu'il va trouver ça mignon et qu'il ne va pas juger ça négativement. Donc, oui. C'est un premier filtre. S'il la juge de facto parce qu'elle a eu ce comportement, je pense que dans tous les cas, en avançant dans leur relation, ils n'auraient peut-être pas été compatibles. Donc voilà, au-delà du fait que je comprenne parfaitement toutes ces appréhensions, je pense que c'est l'avenir au final et je pense que les gens, ce qu'on disait à l'instant,
ils ont de moins en moins de temps. Les gens sont de plus occupés. Donc même quand on compte sur une tierce personne pour nous présenter X ou Y, ça va se faire, je pense, de moins en moins. Donc je pense que l'application, c'est sincèrement l'avenir de la rencontre. Vraiment, je le pense sincèrement. Je pense qu'on est plus apte à faire une rencontre qui porte ses fruits quand on est bien installé, après une bonne journée de travail, une bonne douche, t'es en pyjama, dans ton lit, t'es au chaud, avec quelque chose à manger, et tu te concentres. Tu te concentres sur le moment. Ça veut dire que tu regardes, tu fais attention au profil qu'on te propose. Quand tu vas parler, tu es pleinement concentré avec la personne, parce que c'est exactement l'activité que tu es en train de faire. Donc je pense que les gens vont le faire et vont le faire bien. Et je pense que sincèrement, c'est l'avenir de la rencontre. Oui, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai pensé tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un moyen de rencontrer, Oui, puisqu'il n'y a plus de moyen de rencontrer. C'est pour tout ça à que fait. Kaisolek, là, ce n'est pas que chercher quelqu'un à tout prix, c'est créer les conditions pour que deux personnes sérieuses puissent se rencontrer autrement. Oui, et je pense que c'est très intelligent le fait de s'être vraiment focalisé sur la thématique de la relation sérieuse, parce qu'il existe d'autres Exactement, applications, c'est plein pour ça. d'autres applications. Et c'est vrai que on a peur parfois de s'y inscrire parce qu'on se dit, des fois, il y en a qui cherchent du sérieux, il y en a des fois qui cherchent à s'amuser. C'est vrai que c'est mentionné dans les profils, mais encore une fois, comme ce qu'on disait, on peut mentir. On peut dire qu'on cherche du sérieux quand on ne le cherche pas vraiment. Donc, c'est normal d'avoir un peu d'appréhension. En revanche, quand on va dans ce type d'application, comme Kais ou Leila, on sait que c'est pour du sérieux, de part et d'autre. Il n'y a pas un mec qui va aller sur Kais ou Leila pour quelque chose pour s'amuser. Je ne pense pas que ça existe. Tout comme une fille. Donc, je pense que dès lors qu'on s'inscrit, qu'on fait le move de s'inscrire et de répondre au questionnaire et de prendre du temps de le faire, je pense que déjà on est conditionné, que les deux sont conditionnés pour fonder quelque chose. Après, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. C'est comme dans la vraie vie, au final, hein, ça c'est comme dans la vraie vie. Mais en tout cas, on part quand même sur une base plus sereine et plus confiante que n'importe quelle application où tu rencontres au final n'importe qui est dans une période de sa vie où il n'a pas forcément envie de rencontrer. Là, on sait que voilà, quand on fait la démarche de cette application, c'est sans équivoque, c'est qu'on cherche quelque chose de sérieux. Effectivement, c'est bien précisé que là, c'est pour les relations sérieuses et la compatibilité au niveau des valeurs communes. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui pense je ne rencontrerai jamais quelqu'un de sérieux? Mais je dis que déjà, moi je crois beaucoup en l'énergie et on attire vraiment ce qu'on pense et ce qu'on est. Donc c'est clair que si on ne cesse de se répéter ça, c'est clair qu'on va rencontrer personne. En tout cas, on ne sera pas dans de bonnes dispositions. Et je pense que c'est pas une fin en soi aussi. Et que c'est pour ça que le mot intention, il est bien, mais attention à ne pas en faire trop quelque chose de premier degré. Ça veut dire que quand une fille célibataire te dit je veux rencontrer quelqu'un, place l'intention, place l'intention. Et en fait, de se le répéter constamment, je dois rencontrer. En fait, pour moi, ça met plus une mauvaise énergie qu'autre chose. Donc l'intention, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Et l'intention, elle doit être placée surtout sur nous, sur ce qu'on veut, sur qui on est, sur ce qu'on recherche. Et je pense que ça vient tout seul après. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais moi, plein de fois, quand on dit c'est venu au moment où je m'y attendais le moins. Et c'est vrai, c'est souvent comme ça. C'est Complètement. rarement la soirée où on est, comme dirait l'autre, sapé comme jamais, avec le brushing, le maquillage, la robe et tout. Bon, il se passe rien. Et le jour où, voilà, moi en l'occurrence, quand j'ai parlé pour la première fois à mon mari, j'étais avec Alia dans le lit en train de manger Pizza Hut devant Desperate Housewives. Voilà. Donc, absolument pas le moment où je me disais je vais rencontrer quelqu'un. C'est la première fois qu'il m'a parlé, c'était comme ça. Donc, la personne qui se dit je vais jamais rencontrer quelqu'un, honnêtement, je la comprends. Parce que je pense que pour dire ça et pour le penser surtout, c'est suite à plusieurs peut-être mauvaises expériences, peut-être des déceptions aussi, aussi de voir les gens avancer à côté. Et nous, on stagne, il ne se passe rien. Donc, il n'y a pas de jalousie. Hein. On peut être tout à fait très, très heureux pour les bonnes choses qui arrivent pour les gens autour de nous. Mais avoir un petit pincement au cœur en se disant, j'aimerais bien que ça soit mon tour, là. Donc, on l'a toutes vécu, j'imagine, à un moment ou à l'autre de nos Exactement. vies. Et à un moment,
à force d'espoir, quand il se passe rien, je comprends qu'on puisse un peu baisser les bras, c'est humain. Et je pense qu'il ne faut pas juger, je pense qu'il faut comprendre vraiment et accompagner, mais pas dans la complaisance. C'est-à-dire pas, oui, tu as raison, c'est vrai, toi tu n'as pas de chance, et regarde, Heidi, elle a de la chance, et toi. Non, je pense qu'il faut toujours garder de l'optimisme et aussi dire, et quand bien même, puisque ça existe, des femmes qui n'ont jamais rencontré personne qui leur convient en tout cas, qui ont rencontré du monde, mais pas forcément, c'est ok aussi. Enfin, on peut s'accomplir de plein de façons différentes, on peut avoir plein de choses dans la vie. C'est pas, il faut pas le faire aussi par obligation sociale. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent quand on arrive à la trentaine, alors bon oui, on attend le bon. On va pas le faire avec n'importe qui, n'importe comment. Donc il faut aussi que les gens ils arrêtent de mettre cette pression, je pense, sur les filles célibataires, de dire quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu nous le présentes. Je pense que voilà, cette pression, elle part de plein de bonnes intentions. Quand la personne pose cette question, c'est qu'elle veut te voir heureuse, elle veut te voir familiale, elle veut te voir... Mais des fois, ça met une pression un peu gratuite. La personne, après, elle va qu'à ses occupations, mais la personne à qui on a dit ça, elle peut ruminer, ça peut lui faire mal au cœur, elle peut... Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, des fois, aux gens. Oui, complètement. Pour pas les froisser, pour pas... Complètement, Sabrine. En tout cas, mille merci, Sabrine, pour ce merveilleux moment passé ensemble. Tu nous as envoyé des petites paillettes de joie, tu nous as raconté Cuba, tu nous as parti nous balader un peu dans la relation, comment tu as rencontré ton mari, comment tu es passé par une étape de grande souffrance, par la maladie, par ce qui t'est arrivé. Ensuite, ta relation avec tes amis, tout ça, c'est tellement riche et tellement beau d'être dans le lien. En fait, tu es une femme de lien. Ouais. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci de nous avoir éclairés sur de nombreux points. Et j'aime beaucoup ton approche et ton ouverture, et ce qui va permettre à beaucoup de femmes, je pense, de pouvoir mieux comprendre l'approche de la relation, l'ego, la clarté, l'intention, l'approche de tous ces mots. Et attention à toutes celles qui viennent vers une femme de 30 ans et qui lui disent « Eh ouais, faut cash ». Chacun son temps. Il faut savoir que tout le monde aimerait, mais et pourquoi d'autres n'aimeraient pas. Chacun, il faut respecter les choix de chacun. Merci Sabrine. Merci Leïla. Merci beaucoup. C'était très intéressant pour moi aussi, vraiment. J'ai passé un moment hors du temps. Vraiment, j'adore, je te l'avais dit avant, ta conduite de la discussion. Je trouve que c'est fait de manière très profonde, très intelligente. Tu laisses l'espace pour s'exprimer. Je trouve que c'est très intéressant et une expérience un peu magique. Vraiment. Merci, j'adore magique. J'aime bien, si tu veux, j'aime bien envelopper et accompagner les gens dans la magie parce que, en fait, peut-être que d'autres personnes ne le comprennent pas, mais le fait de pouvoir exprimer certaines choses, c'est une magie de pouvoir mettre des mots sur des choses, des ressentis, même si c'est pas proche, c'est pas notre mari, c'est pas mais des ressentis un peu lointains, ça permet de mettre des mots qu'on n'a pas pu mettre. Exactement, et ça fait du bien aussi d'entendre des vraies histoires, parce qu'on est noyé dans le faux, beaucoup, et je pense que ton concept de ce podcast, je te l'avais dit déjà au tout début, c'est exceptionnel parce que ça donne la parole à des gens de métiers différents, d'origines différentes, de parcours de vie différents, et en fait ça fait du bien de juste écouter la vie des gens et de se rendre compte qu'en fait nos vies ordinaires au final c'est bien, en fait. Une vie ordinaire, c'est rassurant. C'est rassurant. C'est ça qui est rassurant. N'aie pas peur si tu as une vie ordinaire. Merci. Merci à vous. Vous avez écouté Blamask Podcast qui est sponsorisé par l'application Qais wa Leila dont je suis la fondatrice.